Madame Desrosiers, en début d'intervention, vous nous avez dit n'hésitez pas à m'arrêter. Si vous avez des questions, je suis pas mal meilleur lorsqu'on me pose des questions. Moi, j'ai trouvé que vous vous débrouillez très bien sans question. Bon, merci infiniment. Justement, dans mon petit plan de travail que je m'étais préparé pour la journée d'aujourd'hui, j'avais mis une petite note à cette étape-ci. S'il y a du temps, permettre quelques questions aux conférenciers. Mais considérant qu'on est quand même déjà pas mal en retard et on devrait être rendu au mot de la fin, il nous reste la plénière, regardez qu'est-ce qui s'est fait à l'intérieur des 4 ateliers qui se sont déroulés à 11 heures. On va passer tout de suite à cette étape-là. Ainsi, j'invite, il y a une personne qui était désignée par la Ligue des droits et libertés pour chacun des ateliers, pour agir, je pense, j'étais pas là, je ne sais pas exactement quel était leur rôle, mais certainement prendre des notes, faire rapport, parce qu'on doit les inviter à faire rapport. Alors, pour l'atelier numéro 1, qui portait sur les défis du dépistage et de l'intervention, l'importance de la concertation, c'est le conférencier était M. Robert Simard, travailleur social au site OASES de Québec-Nord. Et je pense que la personne qui doit venir nous livrer un petit rapport est Mme Sylvie Dussault. C'est bien ça, Mme Dussault, qui est membre du conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés, la personne du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2, qui est la personne désignée pour l'atelier numéro 1? Je m'excuse si mes noms sont pas les bons, là. M. Bernier, est-ce que vous pouvez me dire qui est la personne pour l'atelier numéro 1 qui doit venir nous faire rapport? Bon, je pense qu'il ne m'entend pas, hein, M. Bernier. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un, on y reviendra, là, parce que, est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'atelier numéro 1? OK, on va inviter M. Simard lui-même. Quelques minutes, M. Simard, nous parler un petit peu de ce qui s'est passé à votre atelier. Oui, ici. Sinon, on risque de ne pas vous entendre. Alors, bonjour tout le monde. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? D'un, j'ai manqué de temps. J'aurais pu parler durant 2 heures de temps. En fait, ce que j'ai dit aux gens dès le départ, puis ce que je voulais qu'ils retiennent surtout, d'entrée de jeu, j'ai demandé aux gens un petit peu de dire qui était aux ateliers. De ça, je voulais faire ressortir, dans le fond, en tout cas le message que je voulais passer, c'est que tout le monde peut faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes là. Je donnais l'exemple, entre autres, dans mon atelier, que j'ai déjà eu un livreur de vêtements qui a constaté une situation à domicile et qui nous a interpellés pour, après ça, pouvoir aider cette personne-là. Donc, le message, c'est surtout ça que je voulais passer, que tout le monde pouvait faire quelque chose. Puis des journées comme ça aussi, puis en même temps, je fais le lien avec la concertation, la coordination, parce qu'actuellement, j'assure la coordination du plan d'action à Québec, dans la région de Québec. Et justement, la semaine dernière, on a fait une journée un petit peu comme ça, sous forme de... On a appelé ça « Journée des partenaires », où on a invité les différentes personnes, des organismes, des gens qui avaient des projets au niveau de la maltraitance. Et l'objectif, c'était aussi de se mettre en réseau. Et juste pour faire... Je ne prendrai pas trop de temps, mais on a fait une petite mise en scène avec une actrice qui était sur le comité, qu'on va dire. Et on a fait une courte pointe. Une courte pointe, vous savez c'est quoi? Sur lequel on avait indiqué dans chaque carré, il y avait tous les organismes de la région qui étaient indiqués, qui travaillent au niveau de la maltraitance, qui ont des projets. Et je trouvais que en tout cas, les gens du comité qui ont travaillé sur l'organisation avaient eu une excellente idée, parce que comme symbole, comme message, là, en termes de courte pointe, puis dans la mise en scène qu'on a fait, c'était une personne âgée qui s'abriait à la fin avec la courte pointe, puis qui disait « Maintenant, je peux dormir tranquille ». Je trouvais que l'image était très bien parce qu'on regroupait tout le monde là, autour de... Dans le fond, c'est un filet de sécurité pour les gens. Dans le fond, dans l'atelier, c'était ça. J'ai parlé un petit peu de dépistage. On m'avait demandé de parler du dépistage,
de qui peut faire du dépistage. Je pense, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde peut faire du dépistage. Actuellement, à Québec, on est en train de former tout le personnel des institutions financières. On a commencé, là, on fait le tour. Et oui, les caisses Desjardins embarquent, mais les banques aussi embarquent dans le projet. Je vous dirais que la réponse est excellente. Puis, dans les contacts qu'on fait pour offrir la formation, tous les gens nous disent, bien, ils nous disent quasiment enfin vous venez nous voir, parce qu'on en voit des situations, on ne sait pas quoi faire avec, on ne sait pas trop comment aborder ça avec les gens. Donc, les indices, ils les ont, ils sont rendus à l'autre étape de vouloir aider. Donc, c'est ça qu'on est en train de développer comme lien. Donc, c'est ça, je parlais du dépistage, puis en deuxième partie, bien, c'est ce que j'ai manqué de temps, je voulais parler un petit peu du rôle de la coordination. Et c'est vrai que c'est important, là, ce que Mme Blais veut faire, c'est-à-dire de mettre des coordonnateurs régionaux, parce que moi, je le fais depuis 1 an et demi à Québec, puis ce que je constate, c'est qu'il y a énormément de gens, comme ici, c'est dans la région, de tous des gens de la région qui avaient un but commun. Mais des fois, il faut avoir des occasions de se parler puis de travailler tout ensemble. Puis je pense que c'est important, le rôle de la coordination. C'est un petit peu ça que je voulais faire ressortir là, dans la deuxième partie. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui? Comment marier le système Teller et le système que vous avez à Québec, le 2-1-1, pour servir aux aînés handicapés? Est-ce que ça existe? Le service 2-1-1? 2-1 à Québec, c'est Oui. informatique Oui. qui est fait par des humains et non l'ordinateur. Oui. En fait, je vous dirais, puis c'est ce que je constate depuis 1 an et demi, là, j'ai découvert la richesse du territoire, puis oui, il y en a énormément d'associations. Moi, ce que je retiens, c'est que ça prend plus qu'une porte d'entrée. Hein? La personne aînée, là, puis on le vit, on a des tables de concertation à Québec, puis les gens ont des dépliants sur lesquels tu as le numéro du CLSC ou du CSS, tu as le numéro de tel organisme. Les gens, ils n'appellent pas au CLSC, ils appellent à tel organisme. Donc, il faut respecter ça, dans le fond, parce que la personne qui est victime, elle va aller vers où elle va se sentir en confiance, tout ça. Donc, oui, il y a une ligne info abus aussi. Bon, Mme Blais disait, là, il y a beaucoup de gens qui appellent, mais ça prend d'autres portes aussi. On ne peut pas tout centraliser à la même porte parce que les gens, ils vont aller vers où ils se sentent en confiance. Donc, c'est ça, il faut avoir plusieurs portes. C'est l'après. Une fois que la personne est en lien avec quelqu'un, là, c'est ça le maillage, les références entre les gens du terrain. Puis c'est ce que je disais dans l'atelier. Souvent, dans les situations de maltraitance, là, ceux qui sont familiers avec ça, ils vont être d'accord avec moi que c'est pas juste de donner un numéro de téléphone. Hein. Ça prend plus que ça prend un accompagnement. Il faut que les gens soient accompagnés dans la démarche. Donc, c'est pour ça là, l'importance. Bienvenue. Ça va? Merci. Alors, merci beaucoup, M. Simard, de nous avoir fait un rapport comme ça à l'improviste, en toute dernière minute. Là. C'est très utile parce que les gens qui ont participé à votre atelier, évidemment, ont profité de votre expérience et on peut échanger. L'atelier numéro 2, maintenant, Mme Dussault, là, je pense que c'est à votre tour. On avait 2 conférenciers, Mme Véronique Fortin, coordonnatrice du programme Qualité et Logis-être à la FADOC, et il y avait M. Jean Tremblay, coordonnateur régional en relations communautaires de la Sûreté du Québec. Alors, Mme Dussault va venir nous parler quelques minutes de ce qui s'est passé dans cet atelier. Bonjour. Alors, le programme Aînés Avisés est le premier programme d'information sur l'abus et la fraude qui est destiné aux aînés. Il a été mis sur pied conjointement par le réseau FADOC, la Sûreté du Québec et le C3S de Cavendish. Il donne des séances d'information. Un policier et une membre de la FADOC, ou un membre, rencontrent les personnes âgées dans leur milieu pour répondre à leurs questions et les référer vers des ressources qui sont appropriées. 5 capsules vidéo développées dans le cadre du programme présentent quelques-unes des formes que peuvent prendre l'abus et la fraude envers les aînés. Ils nous ont présenté justement les capsules dans
L'atelier, on en a vu 4 ans. Je pense il me semble qu'il y a un 5e qu'on n'a pas vu. je me rappelais plus, en tout cas. Mais c'était vraiment très bien. Là. C'est vraiment pour... c'est des mises en scène avec des personnages puis qui présentent le vol, tout ça, la fraude. Bon. Aussi, il y a par après ces rencontres-là qui se font, on remet de la documentation. Il y a une période d'échange qui est prévue à la suite de chacune des capsules et on a mis sur pied un projet pilote. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, s'il y avait parfois une ou des personnes qui avaient des commentaires à ajouter sur les travaux de l'atelier numéro 2, vous pouvez le faire. On peut prendre 1 minute ou 2. Ça va, donc le rapport qu'on vient d'entendre est suffisant. Oui, M. Bernier. L'atelier numéro 3. OK. Alors, je vais l'inviter tout de suite, M. Plamondon, qui a animé, qui était le conférencier à l'atelier numéro 3. M. Plamondon, je pense qu'on le connaît tous. Hein? Ça, je lui laisse la parole. Allez-y, M. Plamondon. Bonjour. Alors, dans l'atelier numéro 3, je présentais les données d'une étude qui vient qui sera publiée ce mois-ci. Là, vous avez reçu ça. En fait, on prépare un numéro entier des cahiers de victimologie sur les droits des victimes et la violence institutionnelle, autant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants victimes d'agressions sexuelles dans les établissements de prise en charge, les orphelinats ou n'importe quel service, les gens en santé mentale, les gens sous garde, en fait, y compris n'importe quel citoyen qui est victime de l'appareil d'État. J'ai bien, à travers les rapports du protecteur du citoyen, on a fait l'inventaire des victimes. C'est une chercheure qui a fait ça, qui s'appelle Joséphine Locke, les victimes de l'appareil d'État. Et je vois que, Mme Desrosiers, on aurait beaucoup de choses à partager. J'ai bien aimé votre présentation. Moi-même, pour les gens, là, je suis président de l'Association québécoise de la défense des droits des retraités. On a beaucoup de membres ici aujourd'hui. Et ce que vous avez présenté, on le vit tous les jours. C'est sûr qu'on n'est pas apprécié tout le temps par les gens que vous avez appelés des puissants, là, parce que c'est sûr, on dénonce des situations limites, des situations qui sont... puis c'est vrai aussi dans le cadre de l'étude que j'ai présentée dans l'atelier numéro 3, ça va encore faire bondir les puissants, parce qu'on a interrogé 205 intervenants professionnels qui s'occupent des handicapés au Saguenay, au Chaudière-Appalaches, en Estrie, à Gatineau, qui font un portrait terrifiant de la situation des abus et mauvais traitements faits aux personnes en situation de handicap. Les gens dans l'atelier peuvent en témoigner. Là, c'est très dur à encaisser parce que c'est un portrait fait par des professionnels crédibles au cours de la dernière année. Qu'est-ce qu'ils ont constaté comme situation abusive dans toutes les formes d'abus physiques, psychologiques, financières, abus de droit, abus de pouvoir, négligence. Et nos moyens d'action font cruellement défaut. Je pense que les organismes de défense de droit, comme vous l'avez bien dit, on n'est pas bien vu. Je pense qu'il y avait des remarques ce matin de Mme Blais qui allaient aussi dans ce sens-là. C'est sûr qu'on n'est pas apprécié, mais contrairement à cette interprétation que les puissants font de nos dénonciations, nous, c'est les familles qui nous appellent au secours. Nous, on n'attaque pas les établissements, là. Quand un monsieur est retrouvé pendu à son lit dans une ridelle, là, parce qu'il a essayé de sortir de son lit, puis que les infirmiers referment la porte, puis le laissent pendu à la ridelle, puis ne font pas le 911, là, nous, là, on ne peut pas laisser passer ça. On n'attaque pas les établissements, on dénonce les gens qui commettent des crimes d'abandon et de délaissement de personnes en danger. C'est ça, la défense des droits. Que ça ne fasse pas plaisir aux puissants, ce n'est pas notre problème. Que ça ne fait pas plaisir au CSS, ce n'est pas notre problème. Nous, on est là pour protéger les personnes qui n'ont pas d'autre voix. Aujourd'hui, M. Bernier, je trouve que ça manquait un peu de la voix des gens, justement. Il y en a des organismes qui s'occupent de la défense des droits des personnes en situation de handicap, qui portent des plaintes. Je pense à la COFAM, je pense aux gens qui s'occupent de la GID, en santé mentale. Ça aurait été bien d'entendre leur voix, puis la difficulté de faire connaître leur voix, de reconnaître que ces gens-là sont maltraités, et puis que les systèmes d'aide et de recours là, qu'on a vus en théorie, en pratique, on a des lourds problèmes d'accès à ces services-là.
Alors, c'est ce qu'on a voulu exposer dans notre atelier. J'ai fait un portrait des problèmes et ceux qui voudront avoir copie de l'étude, là, il m'en reste quelques exemplaires. Mais là, vous avez eu le document ce matin, là. Vous pouvez le commander. Tous ceux qui sont en défense de droit, dans n'importe quel domaine de personnes, que ce soit les enfants, les personnes en santé mentale, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, tout ce qui est l'institution au sens même le plus léger. Les services à domicile, c'est une forme d'institution. L'ambulance, c'est une forme d'institution. Donc, améliorer votre connaissance du problème, visiter le site de l'OQDR, vous allez voir que la trousse SOS Abus, dont Mme Beaulieu a oublié de parler ce matin, là, c'est 100 outils d'intervention, prévention, dépistage, formation pour la prévention de la maltraitance envers les aînés, mais envers les personnes en situation de handicap aussi. Ne manquez pas ça. Puis commandez l'ouvrage pour mieux comprendre l'envergure du problème. Merci. Merci beaucoup, M. Plamondon. Alors, il nous reste un dernier atelier à jeter un petit coup d'œil. Le conférencier invité à l'atelier numéro 4 était M. Pierre Blain, directeur général du regroupement provincial des comités des usagers. Je pense qu'il y a une personne qui avait été identifiée pour faire un rapport. Oui, c'est M. Alex Boudreau-Leclerc, c'est bien ça? Oui, c'est fait. Ouais. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Alex Boudreau-Leclerc de la Ligue des droits et libertés. Donc, on a eu une très belle conférence de M. Blain, qui est directeur du regroupement provincial des comités des usagers, qui a dit une très belle phrase, ce qu'on nomme pas n'existe pas. Donc, maintenant, de parler de ces enjeux-là, ça va aider à amorcer le processus, puis au moins cibler les enjeux sur des notions comme les droits et libertés, comme la maltraitance qu'on a discuté aujourd'hui. On a parlé de la négligence aussi. Ce qu'on apprend, c'est que dans le développement des idées, ça va être nouveau, il va falloir étudier ce processus-là. Ce qu'on a discuté aussi, c'est l'instrument du comité d'usagers. Donc, M. Blain nous a présenté ce qu'était un comité d'usagers. Donc, le mandat des comités des usagers, c'est d'être le gardien des droits et des usagers, doit veiller à ce que les usagers soient traités dans le respect, un des porte-parole des usagers auprès des instances de l'établissement, donc avoir un porte-parole pour promouvoir, pour protéger les droits des usagers. Donc, ils sont à la grandeur du Québec. Il y a 594 comités des usagers et de résidents au Québec. Les membres sont des bénévoles et l'établissement doit leur fournir un budget d'opération. Ce qu'on a discuté aussi, c'est que le comité d'usagers doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de cas de maltraitance. Ils ont un rôle à jouer. Les 4 premières fonctions s'appliquent dans ce rôle, c'est de renseigner les personnes âgées sur la maltraitance, donc de dire c'est quoi un cas de maltraitance, de surveiller si des situations se présentent, de défendre les droits des personnes âgées, puis d'accompagner dans une démarche de plainte. Donc, quand on est rendu au niveau de la plainte, c'est d'accompagner d'un suivi parce que une bataille juridique, comme Mme Desrosiers disait, donc c'est à longue haleine. C'est sur une période de temps qui est assez longue, c'est ardu, c'est épuisant. Donc, c'est important que ces personnes-là soient soutenues, soient encouragées à poursuivre dans leur démarche. Donc, ça prend des personnes qui sont un peu plus objectives, qui ont l'énergie pour accompagner une personne, justement, qui va être impliquée beaucoup plus émotionnellement. Puis quand on est impliqué émotionnellement, c'est là, justement, qu'on dépense d'énergie, qu'il y a des risques d'épuisement, puis que l'abandon, donc l'abandon, d'être indifférent, d'être finalement de se laisser aller, de sombrer dans l'abîme. Les personnes, finalement, disent de se laisser aller. On a tous connu ça, comme une personne qui est en train de mourir d'hypothermie. Finalement, on le sait, dans le processus d'hypothermie, va dire tout simplement « laissez-moi », va s'abandonner. Donc, c'est des notions comme ça que M. Blain nous a informés, nous a su les enjeux aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire en tant que comité? Le comité va servir à sensibiliser aux problèmes de maltraitance, comme j'ai déjà dit. Donc, je suis un peu la présentation PowerPoint que M. Blain nous a gentiment présentée. Donc, de donner des instruments d'information.
puis de donner des outils de surveillance. Il faut que les recours nécessaires auprès des autorités compétentes. Donc, M. Blain nous expliquait qu'il était en commission parlementaire, donc faisait des interventions. Mme Desrosiers nous expliquait tout à l'heure qu'il y avait une différence entre la loi puis ce qui se passait sur le terrain. Donc, par exemple, en ce moment, il y a eu dans la définition d'une personne, d'un usager, bon, il faut qu'il soit dans un établissement, une fonction permanente, peut-être un aspect un peu plus technique, mais pour être sûr, M. Blain nous expliquait qu'il y a eu des améliorations depuis 4 ou 5 ans, mais c'est toujours de surveiller, comme Mme Desrosiers le disait aussi, comme de surveiller à ce que ces mécanismes-là qui ont été mis en place, bon, ben, qu'atteignent leur plein potentiel, puis le dépassent finalement, s'améliorent, parce que toute la démocratie est perfectible. Donc, il ne suffit pas de donner une image de démocratie en ce moment, mais de toujours l'améliorer. Donc, c'est des choses comme ça que M. Blain nous a expliqué aujourd'hui. Donc, c'était en conclusion, quand il faut se poser des questions en tant que société sur la maltraitance, il faut parler de la maltraitance. Pas toujours monopoliser son esprit par rapport à la maltraitance. Il y a d'autres choses, il y a d'autres enjeux dans le monde, mais au moins savoir c'est quoi. Au moins, quand on parle de maltraitance, c'est d'avoir une pensée un peu plus élaborée sur la maltraitance. Il faut se donner des instruments d'intervention. Donc, quand on est vis-à-vis d'une situation de maltraitance, de la repérer, puis d'être capable d'intervenir, de savoir quoi faire. Puis, il faut en parler. C'est ce qu'on a tout fait, ce qu'on a fait durant ce colloque-là, cet après-midi. Je vous remercie beaucoup. Je remercie M. Blain pour sa présentation.